Je pense que l'Union européenne a incontestablement prouvé de savoir être unie face à l'adversité et dans des crises graves. Elle a été unie lors de la crise de la dette et la crise financière. Elle a su faire face au Brexit, qui était une crise existentielle très très sévère. L'Union européenne a montré une certaine unité également dans la crise sanitaire et dans la guerre en Ukraine, elle a de nouveau montré qu'elle a su être unie. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, lorsque son existence est remise en cause, lorsqu'elle est face à une crise existentielle, elle réussit toujours à prouver sa pertinence et à s'unir. Dans le cas ukrainien, c'est assez facile à prouver. Pourquoi? Parce que tous les pays de l'Union européenne, y compris la Hongrie, ont fermement condamné la Russie, politiquement, bien entendu, parce que l'Union européenne a adopté des sanctions extrêmement sévères vis-à-vis de la Russie, comme elle n'en avait jamais adopté. Et ensuite, parce que l'Union européenne, pour la première fois, a commencé à financer le transfert d'armes létales à un pays en guerre et de manière massive, étant donné que à travers cet outil qui est appelé techniquement la Facilité européenne pour la paix, qui est un budget de l'Union européenne peut financer des transferts d'armes létales à un pays en guerre, une chose que l'Union européenne n'avait jamais faite euh, auparavant et qui a une importance géopolitique très importante. Et même s'il y a des pays au sein de l'Union européenne qui peuvent être un peu plus réticents ou peuvent avoir une posture de neutralité, comme l'Irlande et l'Autriche, tous ces pays ont néanmoins accepté que l'Union européenne finance des transferts d'armes à la hauteur de 3 milliards d'euros. Donc c'est quand même un gage d'unité, une preuve d'unité face à la guerre et face au conflit. Contrairement au positionnement, à la posture des pays de l'Union européenne vis-à-vis de la guerre, vis-à-vis de l'après-guerre et à leur relation avec la Russie, les Européens sont divisés. Ils sont divisés de manière structurelle et profonde, je crois, parce que pour caricaturer maintenant et pour simplifier, on pourrait dire qu'il y a une Europe centrale et des pays baltes, et puis il y a aussi les Royaumes-Unis qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui gravitent autour de l'Union européenne, qui ont une position extrêmement dure vis-à-vis non seulement de la Russie et du régime de Vladimir Poutine, tout le monde a cette position extrêmement sévère vis-à-vis de la Russie, mais ils considèrent que la Russie est une menace à leur sécurité et à leur démocratie au-delà du régime qui est actuellement en place, donc au-delà de Vladimir Poutine. Alors qu'en Europe occidentale, on est plus nuancé par rapport à cette question et on considère qu'il y aura un après-guerre par rapport auquel il va falloir tendre la main à la Russie, en tout cas avoir un dialogue constructif avec elle. Et non seulement il y aura un après-guerre, mais il y aura également un après-Poutine. Et dans cet après-Poutine, il va falloir reconstruire celle qui est appelée une architecture de sécurité et de défense européenne. Et ces pays d'Europe occidentale, essentiellement la France, mais également l'Allemagne, l'Italie, la Grèce et Chypre considèrent qu'il va falloir écouter la Russie et la réintégrer et prendre en compte ses intérêts sécuritaires pour éviter des catastrophes comme on l'a vu actuellement en Ukraine. C'était un peu d'ailleurs l'idée de François Mitterrand lorsqu'il avait lancé dans les années 90, ou plutôt 90, comme vous dites en France, l'idée d'architecture de sécurité européenne qui puisse inclure la Russie et répondre aux besoins de la Russie et surtout permettre à la Russie de ne pas se sentir exclue et de se sentir intégrée dans cette forum européen pour prévenir les conflits. Et donc, pour revenir à votre question, il y a cette distinction entre les pays d'Europe occidentale qui espèrent qu'il puisse avoir un après-guerre et un après-Poutine qui permettent de réintégrer la Russie dans le forum et dans le concert européen, on va dire. Et il y a des pays, plutôt la Pologne et les pays baltes essentiellement, peut-être également la Finlande et le Royaume-Uni, qui considèrent que la Russie, au-delà du régime, est un pays problématique et qu'il va falloir isoler ou en tout cas contenir. Je pense que pour l'instant, ces divisions sont extrêmement profondes. Les Européens sauront sans doute les dépasser parce qu'ils réussissent toujours à trouver des compromis, mais ils vont rester dans le fond. Je crois néanmoins qu'à un certain moment, les pays d'Europe occidentale devront être capables lorsque la guerre sera terminée, lorsque les armes vont se taire, devront être capables d'être un peu plus assertifs dans ce débat vis-à-vis de leurs amis et alliés d'Europe centrale et des pays baltes. Pourquoi? Parce que pour l'instant, ces pays ont le vent en poupe, parce qu'ils avaient dénoncé depuis longtemps les risques
d'une guerre en Ukraine et surtout le fait que la Russie était un pays impérialiste et belliqueux, les faits leur ont donné raison et donc ils ont maintenant le vent en poupe dans le débat. Ils ont une certaine hégémonie. Mais lorsque les armes vont se taire et lorsqu'il va falloir reconstruire une relation en Europe, entre Européens et également avec la Russie, et surtout lorsqu'on pourra analyser avec un peu plus de distance les causes profondes des conflits qui ont déterminé cette guerre en Ukraine, les pays d'Europe occidentale, notamment la France et l'Allemagne, qui ont un rôle moteur dans la construction européenne, devront sans doute avoir une position plus assertive, faire comprendre que bien que la Russie et Vladimir Poutine soient les principaux responsables de cette guerre et que rien ne justifie leurs actes, certaines erreurs ont pu être commises également par l'Union européenne et par l'OTAN, qu'il va falloir essayer d'y remédier. Et il va sans doute aussi faire comprendre aux partenaires d'Europe orientale que si on veut construire une paix durable, il va falloir à un certain moment surmonter cette crise, notamment à travers une notion qui est celle du pardon en politique internationale, qui peut être associée quelque part à la notion de fermer les yeux. Donc fermer les yeux, ça peut donner l'impression, donner un sens d'injustice, un sens de frustration. Pourtant, on constate que lorsqu'on construit la paix, il faut savoir à un certain moment pardonner, fermer les yeux. On l'a fait avec les Allemands et les Italiens après la Deuxième Guerre mondiale. Les Espagnols l'ont fait dans leur transition du franquisme et du fascisme à un régime démocratique et c'était un succès extraordinaire. D'autres pays comme la Libye ne l'ont pas fait. Donc, et se retrouvent aujourd'hui actuellement en conflit. C'est un élément clé pour construire une relation de paix. À un certain moment, il va falloir réussir à pardonner, à fermer les yeux, sinon on s'en sortira pas.